Bonjour à tous. Alors effectivement, cette présentation aujourd'hui, elle est faite à l'occasion de la sortie du livre sur Antide Janvier. Donc le titre du livre, c'est Antide Janvier, horloger du roi. Et le livre est disponible à la boutique du Musée du Temps ou au Coursal aujourd'hui. Donc dans ma présentation, je vais pas reprendre effectivement tous les thèmes qui sont dans le livre, hein, il y en aurait trop. Je vais me concentrer sur deux points. Alors la première partie de la présentation, ce sera sur je vais vous montrer en fait des images de plusieurs mécanismes qu'a fait Antide Janvier, donc pour voir la qualité du travail qu'il faisait. Et puis dans la deuxième partie, je vais surtout insister sur les liens que Antide Janvier avait conservés avec sa terre natale, donc la Franche-Comté, et notamment la terre de Saint-Claude, et puis également avec Besançon. Donc je vous propose de commencer avec cette pendule. Donc c'est une pendule à cadran tournant, qu'elle porte un numéro, parce qu'il faut savoir qu'Antide Janvier a numéroté sa production, et elle date de 1787. Donc pour lire l'heure, tout simplement sur cette pendule, il suffit de regarder la tête du serpent, plus précisément sa langue, et puis vous savez l'heure qu'il est sur le cadran tournant inférieur, et vous avez les minutes sur le cadran tournant supérieur. Deuxième pendule que je voulais vous montrer. Alors ça, c'est une pendule qui est doublement intéressante d'un point de vue historique et d'un point de vue technique. D'un point de vue historique, c'est parce qu'en fait, cette pendule a été présentée par Antide Janvier au roi Louis XVI et à Marie-Antoinette en 1791, en octobre 1791. Et c'est lors de cette présentation qu'il a réussi à faire une gaffe et à se froisser avec le roi. Donc ça c'est le côté historique, et le côté technique, comme vous voyez, c'est une pendule assez particulière, hein. Comment lire l'heure sur cette pendule? Alors si vous regardez tout en haut, vous voyez il y a une sorte de soleil. Au-dessus du soleil il y a un guichet dans lequel il y a un X. Donc ça effectivement c'est l'heure écrite en chiffres romains, donc il est 10 heures. Au-dessus du X, vous avez un autre petit guichet avec l'indication des secondes. Donc là, on arrive à lire 36, je crois. Et puis pour les minutes, en fait, il faut regarder le cadran inférieur. Et il faut savoir que cette pendule, elle indique l'heure solaire sur tout le royaume de France. Alors, je vais faire un zoom pour essayer de vous expliquer comment ça marche. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc, on va prendre, par exemple, quelle ville on pourrait prendre? On va prendre Nîmes. Alors, Nîmes, c'est là. Alors, si vous prenez le trait qui correspond à la longitude de Nîmes et qui descend, vous voyez que vous tombez entre le 10 et le 20. Donc, en fait, on est à 15. Donc, il est 10h15 à Nîmes. Et si vous voulez savoir l'heure qu'il est à Bordeaux, donc Bordeaux, c'est plus de l'autre côté, c'est pareil, vous suivez le trait qui correspond à la longitude qui passe par Bordeaux, et vous voyez que vous tombez entre le 50 et le 60, donc il est 9h55 à Bordeaux. Voilà, donc vous avez l'heure sur tout le territoire français, mais c'est l'heure solaire. Mais bon, c'est quand même un design assez particulier, il faut déjà avoir l'idée de faire une pendule comme ça, hein. Autre mécanisme d'Antide Janvier que je voulais vous montrer qui est intéressant, alors celui-là il est particulier parce qu'il est double. Donc vous voyez le socle qui est la pendule à double cadran qui porte un planétaire. Alors le planétaire en fait il est assez ancien, il date de 1773, donc Antide Janvier était tout jeune quand il l'a fabriqué, et puis il a dû le garder dans son atelier pendant assez longtemps, et puis ensuite il l'a réutilisé et il s'est dit tiens je vais le fixer sur une pendule, et donc en 1806 il a créé la pendule, donc la partie que vous voyez en dessous. Et cette pendule vient animer le planétaire. Donc alors, sur le socle lui-même, vous avez deux indications. Donc là, j'ai mis les deux photos, on voit les deux faces. Donc à gauche, vous avez les indications qui correspondent à la Lune, et à droite, vous avez l'heure, la minute et la seconde. Et il y a également deux thermomètres sur cette pendule. Donc elle est visible au musée Paul Dupuy à Toulouse. J'ai eu l'occasion de la voir cet hiver, et c'est vraiment un très bel objet, hein. Si vous avez l'occasion d'aller à Toulouse, allez la voir. Un autre mécanisme, une autre pendule qui est vraiment représentative du travail d'Antide Janvier, c'est ce planétaire
donc sur lequel on a une grande partie du système solaire. Donc vous avez le Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et la Lune, Mars, Jupiter avec 4 satellites et Saturne avec 2 satellites. Donc là, c'est une production de 1810. Ça mesure 92 cm de haut et c'est exposé à Genève. Donc ça, c'est le planétaire lui-même. Vous voyez qu'il est posé sur 3 atlantes qui s'appuient sur un socle, une pendule borne. On peut appeler ça borne triangulaire. Donc le socle en bas à droite, c'est là, c'est l'heure et la minute. Je crois que d'un autre côté, vous avez les indications sur la Lune. Et puis sur la troisième phase, je crois que vous avez le quantième. Alors un autre mécanisme qui est intéressant, c'est ce régulateur de bureau à cadran multiple. Donc lui, il porte le numéro 149, il est signé janvier, il date de 1787. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est situé juste en dessous, hein, puisqu'il est dans le musée du temps. Donc après la conférence, si vous voulez le voir de près, je crois que c'est au 2e étage, n'hésitez pas. En plus, il est positionné de façon à ce qu'on puisse faire le tour, donc on voit le devant, le derrière. Alors, il y a plein d'indications hein, sur ce régulateur. Sur le grand cadran, vous avez les secondes. Donc, vous voyez, il y a une grande aiguille très fine. Je ne sais pas si vous voyez bien du fond, mais... et donc, ce grand cadran contient lui-même 4 plus petits cadrans. Alors, le cadran du haut, vous avez les signes du zodiaque, vous avez l'âge de les lunes, et puis je crois que c'est tout comme indication. Le petit cadran qui est à gauche, vous avez l'heure de lever du soleil et la durée du jour. Le petit cadran qui est à droite, vous avez l'heure de coucher du soleil et la durée de la nuit. Le cadran donc, qui fait partie des 4 mais qui est plutôt en bas, là vous avez la minute et puis vous avez l'heure, mais vous avez également l'indication de l'équation du temps. Et le cadran qui est tout en bas, donc en dessous du gros cadran, là vous avez le quantième, l'indication du mois et les années bissextiles. Donc vous voyez, un régulateur comme ça a vraiment plein d'indications. C'est assez incroyable. Un autre mécanisme, c'est une pendule à 4 colonnes avec planétaire. Donc là, le planétaire, on se rend compte qu'il est bien simplifié. Là, il y a juste le Soleil, la Terre et la Lune. Donc le cadran porte l'inscription janvier à Paris, donc ça date vers 1810. Alors là, celui-là, c'est pareil, si vous voulez aller le voir, il se trouve 2 étages en dessous, puisqu'il est exposé au musée du temps de Besançon. Alors il faut, à propos de ce mécanisme, mais sur les autres mécanismes aussi, il faut imaginer à chaque fois qu'il y avait 2 modes de fonctionnement possibles. Hein. Soit vous laissiez marcher le planétaire avec la pendule, mais à ce moment-là, effectivement, la Lune met un certain temps à bouger. Ou alors il y avait le mode de démonstration plus pour un but didactique. Et ici, on voit qu'il y a une petite manivelle, je ne sais pas si vous la voyez, à droite. Donc il est possible de découpler la pendule et le planétaire pour faire une démonstration accélérée de la rotation des astres entre eux. Voilà, donc ça permet, enfin j'ai voulu vous présenter déjà ces 6 mécanismes qui sont assez extraordinaires et qui montrent un petit peu le savoir-faire d'Anti-Janvier. On va maintenant plus rentrer dans le sujet, c'est-à-dire quels sont les liens entre la Franche-Comté et Anti-Janvier. Donc forcément, je suis obligé de parler de l'abbé Tournier, qui est né à Saint-Claude en 1690 et qui a été le maître d'Anti-Janvier. Donc c'est lui qui lui a appris plein de choses. Donc c'était un homme assez âgé en fait, hein, puisqu'il est né en 1690, il avait 60 ans de plus qu'Anti-Janvier. Donc il a été maître d'Anti-Janvier de 1760 à 1766 pendant 6 ans. Et donc Anti-Janvier avait une dizaine d'années quand il a commencé à étudier avec cet abbé Tournier jusqu'à l'âge de 16 ans, 17 ans. Donc l'abbé Tournier, il avait un esprit très scientifique, il s'intéressait à toutes sortes de sciences. Donc évidemment la théologie, la gnomonique, donc comme chacun sait, c'est l'art de faire les cadrans solaires, de placer les gnomons. Il s'intéressait aussi beaucoup au dessin. Donc je vous montrerai un exemple tout à l'heure. Il s'intéressait bien sûr à l'horlogerie, à la mécanique et à l'astronomie. Donc il observait également les étoiles et les planètes la nuit.
Et il s'intéressait également à l'astrologie judiciaire. Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est que l'astrologie judiciaire. En fait, c'est l'art de lire le jugement divin dans les astres. Voilà. Alors, il est mort à Saint-Claude le 11-11-66 à 77 ans. Donc, la conjonction de ces chiffres a éveillé la curiosité des habitants de Saint-Claude. Et il a été suspecté de sciences occultes. Et il y a même eu une enquête de l'évêque de Saint-Claude pour savoir est-ce que cet homme, est-ce que l'abbé Tournier avait pu prédire la date de sa mort. Alors, l'abbé Tournier, on n'a pas beaucoup de documents qui sont liés à ce personnage, mais malgré tout, on a retrouvé un carnet qui se trouve actuellement dans la bibliothèque municipale de Besançon, qui date de 1744, et qui décrit, dont le titre est « Nouveau système du ciel ». Et donc, c'est toutes les observations astronomiques qu'a fait l'abbé Tournier à cette époque. Et donc, il y a une quinzaine de pages et de nombreux croquis donc, qui sont vraiment intéressants sur les mouvements de la Lune, du Soleil, des différentes planètes. Donc, j'ai mis quelques exemples ici. Ça, c'est des documents assez rares. Hein. Ici, vous avez notamment un dessin donc, qui a été fait au compas par l'abbé Tournier et où, avec la sphère d'équation sur le mouvement vrai et moyen du Soleil. Donc en fait en lien avec l'équation du temps. Une autre planche de ces dessins que je montre pour illustrer donc entre les mouvements entre le Soleil et la Terre, les différentes positions, équinoxes, etc. Alors, c'est vrai que quand on lit un peu en détail ce fameux carnet de l'abbé Tournier, en fait, en conclusion, il remet en cause les hypothèses de Copernic et de Newton. Hein, rien que ça. En gros, pour l'abbé Tournier, la Terre était malgré tout au centre de l'univers et le Soleil tournait autour. Donc, il avait quelques lacunes d'un point de vue scientifique, on va dire. Alors, l'abbé Tournier, il a également fait ce dessin. Donc, alors ce dessin, il a probablement été fait avec une technique optique qu'on appelle une caméra obscura. C'est une technique, vous savez, qui existe depuis la Renaissance surtout, qui est un petit peu l'ancêtre, on va dire, de la photographie. Donc, qui permet de reproduire, en fait, il faut que ce soit la main du dessinateur qui va reproduire une image qui est projetée dans une pièce noire. Donc c'est sans doute une image très fidèle de la ville de Saint-Claude au XVIIIe siècle. Alors c'est une image assez précieuse parce que Saint-Claude a entièrement brûlé en 1799. Donc c'est une ville de Saint-Claude comme on ne peut plus la voir. Mais les gens qui connaissent bien Saint-Claude vont reconnaître facilement la Bienne en bas et puis le Tacon qui remonte sur la droite. On reconnaît également les différents bâtiments, les différentes églises. C'est un plan qui est vraiment très bien fait. C'est vraiment plus qu'un dessin artistique, hein, puisque vous avez une légende en bas à gauche avec une lettre qui fait un renvoi sur chacun des bâtiments de Saint-Claude. Alors, cette vue de Saint-Claude, elle se trouve également dans la bibliothèque municipale de Besançon. Donc, il possède effectivement des trésors. Alors, je profite de ce plan de Saint-Claude pour mettre cette petite étoile verte, je ne sais pas si vous la voyez, là au milieu. Donc là, c'est la maison dans laquelle habitait l'abbé Tournier. On sait précisément où il habitait. Donc, c'est ce qu'on appelait la rue Neuve. Et alors, curieusement, cette rue Neuve a changé de nom. Elle s'appelle maintenant la rue Anti-Janvier. La rue Anti-Janvier, je répète. Donc, je pense que c'est dû au hasard, mais c'est curieux. Et j'ai mis une deuxième petite étoile, une étoile bleue, qui représente la maison, enfin, a priori, l'emplacement de la maison des Janvier, donc de la famille d'Antide Janvier, qui était dans le bas de la rue Basse, qui s'appelle maintenant la rue de la Poya. Voilà. Donc, puisqu'on parle d'Antide Janvier, voici son portrait à une vingtaine d'années. Ça, c'est un portrait qui a été réalisé à Saint-Claude. Donc là, il a une vingtaine d'années. C'est vrai qu'on a plusieurs portraits d'Antide Janvier, ils ne sont pas tous ressemblants, mais je pense... Bon. Donc Antide Janvier, il est né en 1751 dans un petit hameau à côté de Saint-Claude. Mais très vite, alors qu'il est encore jeune, ses parents vont emménager à Saint-Claude puisque son père va devenir horloger.
Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il est l'élève de l'abbé Tournier pendant 6 ans, jusqu'en 1766. Ensuite, de 1768, enfin sur 2 ans, il va travailler à Besançon, j'en reparlerai tout à l'heure. Ensuite, il fait un séjour au Chalet, donc sur la commune de Morbier. Donc vers 1771, 1774, la date est connue de façon incertaine. On sait qu'il s'installe à Verdun en 1778 et c'est là qu'il se marie. Ensuite, très rapidement, en 1784, il va partir à Paris et c'est à la demande du roi Louis XVI qui déménage en fait, et donc il quitte Verdun pour aller à Paris. Et ensuite, donc, il va traverser la Révolution et l'Empire en continuant son travail. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail à ce niveau-là. Et il meurt à Paris en 1835 à 84 ans. Donc, il va avoir passé une grande partie de sa vie, 50 ans à Paris en fait. Mais vous allez voir qu'il a gardé de forts liens avec la Franche-Comté. Alors, pour reprendre son parcours géographique, j'ai mis ici la carte de la terre de Saint-Claude en 1749. Donc, j'ai fait apparaître un peu plus en jaune. Donc, c'est un territoire de 950 km² et qui contenait à l'époque 12 000 habitants, ce qui faisait dire à Voltaire qu'il y avait 12 000 esclaves de 20 moines, puisqu'à l'époque, la terre de Saint-Claude était sous le régime de la main morte, c'est-à-dire que les habitants ne pouvaient pas transmettre leurs biens à leurs enfants aussi simplement que nous aujourd'hui. Les moines pouvaient très bien récupérer une partie des biens. Donc, alors, j'ai figuré avec une petite étoile bleue le lieu de naissance d'Antide-Janvier, donc juste à côté de Saint-Claude, et très rapidement, donc, ils vont emménager à Saint-Claude. Et j'ai mis une étoile rouge pour figurer Ferney, donc Voltaire habitait à 40 km d'Antide-Janvier. Alors en 1768, Antide-Janvier, donc après la mort de l'abbé Tournier dont je vous ai parlé tout à l'heure, Antide-Janvier présente son travail devant les membres de l'Académie des sciences, belles-lettres et des arts de Besançon, dans le Palais Granvelle. Donc vous reconnaissez le bâtiment, on est sous le même toit. Voilà. Et donc, à cette époque, donc en 1768, Antide-Janvier est hébergé chez monsieur et madame Devanne à Besançon. Alors les historiens sont un peu creusés la tête sur qui étaient précisément ces monsieur et madame Devanne. Certains prétendent que Devanne était horloger, mais en fait quand on regarde dans les archives de la ville de Besançon, on ne trouve pas de Devanne horloger, on trouve simplement un Louis-Charles Devanne apothicaire à cette époque, mais aucun horloger. Donc on ne sait pas trop en fait si ce Devanne était un horloger qui aurait transmis une partie de sa science à Antide-Janvier ou si c'était simplement le logeur d'Antide-Janvier. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Antide-Janvier était vraiment fidèle en amitié parce qu'en 1787, donc pratiquement 20 ans après, il va offrir cette pendulette à Madame Devanne. Donc, puisqu'en 1787, Antide-Janvier était déjà à Paris. Donc, vous voyez, il a gardé un lien fort avec des habitants de Besançon. Pour mémoire, Laurent Mégevant, il vient à Besançon seulement en 1793. Hein. Donc, Antide-Janvier, c'était plusieurs dizaines d'années avant. Alors, Antide-Janvier a laissé plusieurs traces à Besançon, notamment cette pendule du cardinal de Granvelle qui avait été fabriquée en 1564 à Augsbourg. Et elle a été réparée par Antide-Janvier, donc quand il était à Besançon en 1770. Et si vous voulez la voir, c'est pareil, il y a les 2 étages en dessous dans le même bâtiment. Autre souvenir que nous a laissé Antide-Janvier de son passage à Besançon, c'est ce planétaire en bois. Donc vous voyez, c'est du buis. Donc ça, c'est un planétaire qu'il a fabriqué quand il était tout jeune, en 1771, donc il avait 20 ans. Un planétaire héliocentrique d'une hauteur de 90 cm. Là, c'est pareil. N'hésitez pas à descendre de 2 étages, vous pourrez le voir. Alors, on revient maintenant sur la terre de Saint-Claude, puisque Antide-Janvier est revenu pendant au moins 1 ou 2 ans au chalet à Morbier. Donc, j'ai mis une petite étoile sur la localisation de Morbier.
Alors Morbier, en fait, alors les Chalettes, curieusement, c'est une partie de la commune de Morbier, mais qui est difficilement accessible en fait. Il faut, depuis le village de Morbier qui apparaît en haut sur l'image que vous avez sous les yeux, en gros, il faut passer sur la commune voisine pour pouvoir accéder aux Chalettes. Les Chalettes, c'est là où vous voyez la lettre F en bas. C'est une espèce de quadrilatère. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais en fait, les Chalettes, il y a une trentaine de maisons qui sont dispersées. Comme ça ne forme pas vraiment de hameau, mais c'est dispersé dans les champs. Il faut savoir que c'est un hameau qui se trouve à plus de 1000 mètres d'altitude. Donc, en fait, il y a très peu de revenus agricoles possibles. Donc, là, à l'époque, déjà, dans pratiquement toutes les maisons, on sait qu'on a des gens qui font de l'horlogerie, qui font de la comptoise ou qui font de la clouterie. Ce qui apporte une ressource importante pour que les gens puissent continuer à vivre sur un plateau aussi élevé en altitude. Donc quand Antide Janvier vient aux Chalettes, on sait qu'il va créer une petite école d'horlogerie et qu'il va enseigner aux jeunes des environs. Donc, ils ne tombent pas dans un environnement technologiquement pauvre. Hein. La plupart des habitants, les jeunes, ils savent faire des pendules et des horloges comptoises. Donc, il va ouvrir son école aux Chalettes. Et alors ça, c'est Antide Janvier qui nous le dit dans ses mémoires. Hein. Il dit qu'il touche des appointements fournis par les riches capitalistes du bourg de Morée pour répandre l'instruction dans les humbles ateliers épars sur cette terre agreste. Donc en fait, le passage d'Antide Janvier aux Chalettes, jusque-là, on le connaissait uniquement par les écrits qui sont dans les mémoires d'Antide Janvier. Sauf qu'en 2024, on a découvert à Morée une liasse de notes de Jacques Malfroy. Donc 8 documents techniques qui décrivent des mécanismes horlogers variés. Donc je ne vais pas tous vous les lire, hein, mais il y a une pendule à ressort, il y a des pendules à poids, il y a des rouages, description de tourne-broche, description technique de sonnerie, horloge à seconde. Et donc tous ces documents ont été écrits par Jacques Malfroy, qui est un des premiers élèves d'Antide Janvier. Et alors voilà voilà deux exemples de ces documents qui ont été retrouvés en 2024 à Morée. Et sur le document de gauche, alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, c'est écrit pendule, je lis la ligne du haut, hein, c'est écrit pendule exécuté pour Monsieur Brody, officier, chez Monsieur Janvier. Et sur le document qui est à droite, c'est écrit pendule à poids, exécuté chez Monsieur Janvier. Donc c'est vrai que quand on a découvert ces documents l'an dernier, on a été plus que surpris. Des documents du XVIIIe siècle sur lesquels on a une indication précise de chez quel était l'horloger chez qui on a copié ces mécanismes. C'était vraiment intéressant. Et surtout, ça nous a confirmé le fait qu'Antide Janvier est bienvenu aux Chalettes. Alors, je peux vous parler un petit peu de Jacques Malfroy, qui est né en 1753 à Morée. C'est un personnage qu'on arrive à identifier clairement hein, au niveau de la généalogie. Donc, il était l'élève d'Antide Janvier aux Chalettes. Et donc, il était tout jeune, il avait 20 ans. Et Antide Janvier, donc, qui était professeur, avait 22 ans. Donc, on voit l'écart d'âge entre les deux était très faible. Et c'est là qu'on se rend compte qu'Antide Janvier avait un certain niveau en horlogerie pour pouvoir déjà faire de l'enseignement. On sait qu'à 24 ans, Jacques Malfroy est installé à Saint-Claude, dans la même maison que la famille Janvier. Donc là où j'ai mis une petite étoile bleue tout à l'heure. Antide avait alors 26 ans, son frère Joseph 23 ans. Et on sait que Jacques Malfroy était donc ouvrier horloger. On sait qu'ensuite Jacques Malfroy va créer sa propre école d'horlogerie à Morée. Et on connaît d'autres informations hein, sur son mariage et sa date de décès en 1806. Je vais revenir alors sur un document de Jacques Malfroy qui est intéressant. C'est la façon de simuler en fait. Alors c'est écrit en bas, hein, c'est pour la révolution synodique moyenne de la Lune. Donc en fait, vous voyez les cercles, hein, c'est comme sur le dessin de tout à l'heure, les grands cercles sont des roues. Et puis les petits cercles, ce sont des pignons, et à chaque fois, vous avez l'indication sur le nombre de dents. Hein, c'est tout bête. Mais si on fait un dessin 3D pour essayer de voir à quoi ressemble ce mécanisme,
Voilà comment on peut simuler la révolution synodique de la Lune. Alors, si vous avez la roue H qui fait un tour par heure, donc ça veut dire que l'aiguille que vous avez sur le cadran en bas à droite, c'est l'aiguille des minutes. Donc, si cette aiguille-là c'est l'aiguille des minutes, eh ben, vous reproduisez de façon très précise le cycle de la Lune, c'est-à-dire le temps qui sépare de nouvelles lunes ou de pleines lunes. Donc, qui est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes, 3 secondes, etc. Donc, c'est une simulation très précise en fait, de la réalité. Et c'est là qu'on voit qu'en titre janvier, alors qu'il avait que 22 ans, était capable de faire des calculs de rouage très précis. Donc là, j'ai mis également un deuxième exemple où on voit ici, donc là, c'est plus une pendule ronde et on voit effectivement le dessin des roues, des pignons et puis des tambours en bas à droite, puisque là, c'est une pendule à ressort. Alors, si ces documents vous intéressent, vous pouvez scanner ce QR code. Je l'ai mis également dans le livre, parce que tous les documents n'ont pas été... tous les documents de Jacques Malfroy n'ont pas été reproduits dans le livre, uniquement les 3 plus intéressants, mais ils sont tous disponibles en ligne sur le site de l'association. Donc n'hésitez pas à scanner. C'est bon. Alors si on continue sur le développement de la vie d'Antique Janvier, donc je vous ai dit tout à l'heure, en 1778, il part pour Verdun, donc c'est son départ de la Franche-Comté. Il reviendra pratiquement pas en Franche-Comté, uniquement pour certains voyages, mais sa résidence sera en dehors de la Franche-Comté. En 1783, il se marie avec Anne-Catherine Guillot, donc qui est originaire de Verdun, et elle est dite Sophie, c'est son surnom. Et en 1784, ils partent donc le couple Janvier part pour Paris. Et ils vont avoir différentes résidences à Paris. Donc la première, c'est dans l'hôtel des Menus Plaisirs qui se trouve, on va dire, un petit peu dans la partie nord du centre de Paris. Ensuite, ils vont déménager au moment de la Révolution française pour s'installer au Louvre. Donc c'est vraiment dans le palais du Louvre qu'ils habitent. Et ensuite, et c'est d'ailleurs là que la femme d'Antique Janvier va mourir. Elle va mourir au Louvre. Et donc, Antique Janvier se retrouve tout seul et quelques années après, il va déménager aux 4 Nations. Donc, le palais des 4 Nations, c'est le palais que vous avez sous les yeux. C'est là qui est l'Institut de France maintenant, on reconnaît bien. Le pont que vous avez là sous les yeux, c'est le pont des Arts. Et donc, alors j'ai mis une petite étoile, on sait précisément où il habitait. La petite étoile bleue, c'est là où Antique Janvier habitait. Il avait récupéré 2 boutiques qui avait été fusionné. Et donc, il avait à la fois son atelier et son logement à cet endroit-là. Et il est resté 30 ans à cet endroit. Oui, mais je vous le disais, il est resté au total 50 ans à Paris. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a récupéré aussi les lettres que Sophie, donc la femme d'Antique Janvier, avait échangées avec un abbé de Saint-Claude qui s'appelait l'abbé Vaille, que j'ai fait apparaître en bas de l'écran. Et puis, on a environ 70 lettres donc, de Sophie qui ont été conservées, qui ont été retrouvées. Et elle nous décrit assez précisément le milieu dans lequel évoluaient les janviers à Paris. Donc, on peut faire une sorte de diagramme comme ça où on représente en fait toutes les connaissances des janviers à Paris. Alors, j'ai mis en bleu la famille Janvier. Donc, vous avez Antique Janvier, sa femme Sophie qui sont à Paris. Vous avez Joseph Janvier et Claude-Étienne Janvier qui sont respectivement le père et le frère d'Antique Janvier. Et donc les 2 derniers sont restés à Saint-Claude. Et on sait qu'ils auront des échanges réguliers. Et on sait notamment que le frère d'Antique Janvier va régulièrement envoyer des mécanismes ou des morceaux de mécanismes à Antique Janvier. Alors, j'ai représenté en vert tous les gens qui sont en lien avec le Jura ou la Franche-Comté. Donc, on peut commencer en haut, les industriels de Morée. Donc, Antique Janvier avait gardé des contacts étroits avec les industriels de Morée. Alors, j'ai mis quelques noms, j'ai mis Morel, Perrat, Chavin, Jobé. J'ai effectivement séparé Jacques Malfroy, dont on vient de parler avant, puisque c'était sans doute un des premiers élèves d'Antique Janvier, puisqu'on a retrouvé les papiers dont je vous parlais. J'ai mis pour mémoire en bas à gauche l'abbé Tournier, donc, qui avait été le maître d'Antique Janvier. L'évêque Chabot, lui, c'était l'évêque de Saint-Claude.
Alors, je pense qu'il s'est beaucoup rapproché de la famille Janvier à Paris, puisqu'il savait que Antide Janvier était intime, pratiquement intime avec Louis XVI. Donc, je pense que l'évêque pensait que c'était de bon ton, enfin, c'était des bonnes relations. J'ai figuré également l'abbé Vaille, donc celui qui était correspondant avec Sophie pour l'échange de lettres. Et puis globalement, j'ai fait un rond plus général pour les amis du Jura. Donc j'ai noté plusieurs personnes, Grand Motet, Dallot, David, puisqu'en fait, on a plusieurs personnages qui étaient d'origine soit du Haut-Jura, soit de Besançon, qui, quand ils venaient à Paris, allaient habiter chez les Janvier. Donc on a des nouvelles de ces gens-là. Et parmi eux, il y a un certain Guyetan qui est intéressant parce que lui, il était le secrétaire particulier de Marquis de Villette. En fait, il était plus que son secrétaire particulier, il était un peu son compagnon de vie, on peut dire. Et donc c'est un personnage intéressant parce qu'il voyait assez régulièrement Antide Janvier. Et le marquis de Villette, lui, c'était l'héritier de Voltaire. Alors c'était vraiment l'héritier au sens premier du terme, parce que c'est lui qui a hérité du château de Ferney-Voltaire. Donc c'était un personnage très fortuné. Et il avait notamment un immeuble sur le quai de Seine à Paris. Et lors du dernier voyage de Voltaire à Paris, c'est dans cette maison qu'est mort Voltaire. Et donc, c'est d'ailleurs le marquis de Villette qui a fait changer le nom du quai qui passait en dessous de sa maison et qui a dit « Ah, ça sera maintenant le quai Voltaire ». Et c'est également le marquis de Villette qui a tout fait pour que Voltaire soit transféré au Panthéon. Vous voyez, c'est un personnage assez important. D'ailleurs, au moment de la Révolution française, comme ces deux personnages étaient amis avec Antide Janvier, on peut imaginer que même si Antide Janvier pouvait être suspecté de proximité avec le roi Louis XVI, il avait des alliés qui pouvaient lui sauver la mise. Alors, j'ai figuré en rouge tous les gens qui étaient francs-maçons. Alors, ceux qui sont officiellement francs-maçons, parce qu'il y en a peut-être d'autres. Donc il faut aussi imaginer que pendant la Révolution française, le fait que Antide Janvier soit franc-maçon lui a sans doute permis d'échapper à la guillotine. Alors Jérôme Lalande, vous voyez qui est en lien direct avec Antide Janvier, c'était un ami proche d'Antide Janvier. Et c'était un personnage qui a eu un rôle important dans l'histoire de la franc-maçonnerie au XVIIIe siècle en France. Et c'était un astronome bien connu. Qui était donc, tous ces personnages étaient assez proches du roi. Et c'est vrai que, donc j'ai mis un lien direct entre Antide Janvier et Louis XVI, parce qu'il est vrai qu'à une époque, quand Louis XVI était un peu prisonnier, on va dire, au palais des Tuileries pendant la Révolution, Antide Janvier allait le voir tous les soirs et il faisait des longues observations des astres. Donc Antide Janvier le met dans ses mémoires, il avait acheté une lunette et avec Louis XVI, ils observaient notamment particulièrement Jupiter et ses satellites. Donc derrière Jérôme Lalande, j'ai mis le monde scientifique parce que Antide Janvier avait des contacts avec plusieurs scientifiques parisiens. À l'époque, Paris, c'était un petit peu le centre scientifique du monde pratiquement. Donc j'ai noté Chappe et Charles. Et tout en haut, j'ai gardé les meilleurs pour la fin, on va dire. Évidemment, Antide Janvier avait des rapports assez étroits avec les horlogers qui étaient installés à Paris. Et effectivement, à l'époque, l'histoire de l'horlogerie se faisait essentiellement à Paris. Donc j'ai noté Berthoud et Breguet qui étaient installés à Paris déjà. Et puis j'ai noté pour mémoire Wagner, mais là c'est un petit peu après, puisque Wagner est un des élèves d'Antide Janvier. Voilà, donc grâce aux lettres que Sophie a envoyées à l'abbé Vaille, on a une vue assez précise du petit monde qui entourait cette famille, enfin qui entourait Antide Janvier. Voilà. Alors si on avance dans le temps, si donc on franchit la Révolution française, donc un exemple en 1810, Antide Janvier à cette époque, on va dire qu'il va un petit peu ralentir sa production. Parce que c'est une année où il fait une sorte de banqueroute, en fait, il a du mal à gérer ses affaires, mais il a du temps, donc il écrit des bouquins, il a notamment écrit cet essai sur les horloges publiques, et donc pour les communes de la campagne, donc il précise bien qu'il est mécanicien astronome de l'Académie des sciences, belles lettres et arts de Besançon.
Et il dédie son livre aux industrieux habitants des montagnes du Jura, et spécifiquement pour les arrondissements de la sous-préfecture de Saint-Claude, des communes de Morée, Morbier, Bellefontaine, Foncine et autres lieux. Donc là, c'est bien daté de 1810. Donc ça prouve vraiment le lien qu'Antide Janvier a conservé avec sa terre natale, même des années et des années alors qu'il était parti à Paris. Et il a, notamment dans son essai sur les horloges publiques, il a présenté, il voulait trouver une solution pour que chaque village de France puisse avoir une horloge. Et donc c'était ce mécanisme, donc j'ai reproduit le dessin. Donc vous voyez, la partie qui est plus à droite, c'est vraiment la mesure du temps, on reconnaît un échappement. Et puis le bloc qui est à gauche, c'est pour la sonnerie. Voilà. Autre document qui prouve le lien entre Antide Janvier et puis sa Franche-Comté, c'est ce diplôme d'Académie des sciences et belles-lettres de Besançon, qui date de février 1811. Donc un document qui a été précieusement conservé par une famille qui habite encore le Haut-Jura. Alors ce qui est assez incroyable, c'est qu'Antide Janvier, à 67 ans, alors qu'il était veuf depuis 26 ans, il va décider de se remarier. Et alors qu'en fait, il va rarement dans le Haut-Jura, c'est le fameux abbé Vaille, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui a échangé des lettres avec la première épouse d'Antide Janvier, qui va lui proposer une lointaine cousine et avec laquelle Antide Janvier va se marier, donc une certaine Sylvie de la Tour, et il se marie à Saint-Lupicin. Donc, encore une fois, on prouve le lien très fort entre Antide Janvier et la Franche-Comté. Donc, du coup, il est retourné se marier à Saint-Lupicin. Mais ce mariage n'a pas du tout duré. C'était en fait cette Sylvie de la Tour est montée une fois à Paris. Elle a vu comment Antide Janvier était installé. Elle a vu que Antide Janvier avait une bonne qui faisait déjà tout à la maison. En fait, elle a bien senti qu'on n'avait pas besoin d'elle. Elle est repartie. Voilà. Voilà, donc j'ai fini cette présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Vu la chaleur, je pense que c'est un peu difficile. Donc évidemment, j'ai abordé essentiellement le sujet de la Franche-Comté d'Antide Janvier, mais effectivement, on peut aborder d'autres sujets dans ce livre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vais vous répéter encore une fois, le livre est en vente aussi bien dans la boutique du Musée du Temps que dans le Cours-Salle. Merci. Alors oui, je voulais juste terminer pour vous situer l'association Horlogerie Comtoise dont je fais partie, qui elle-même est membre de l'AFAA. Donc on a un site internet, n'hésitez pas à le visiter, www.horlogerie-comtoise.fr.